chic et élégant, une seule référence à lui, c'est Katimini Kids. Katimini Kids est une boutique de prêt-à-porter pour des nouveau-nés et enfants. Vous y trouverez des chemises, des robes, des pantalons, des shirts, des t-shirts, des chaussures, des chouchous, des jouets et bien d'autres encore. Katimini Kids se situe sur le boulevard Circulaire, en face de l'ancien immeuble de la Lunato. Contact plus 228 90 04 17 03 plus 228 87 16 46 46. Katimini Kids, l'enfance, c'est l'élégance. C'est l'heure du journal sur votre chaîne environnementale et vous faites bien de nous choisir. Voici le sommaire de cette nouvelle édition. Des méga-feux ravagent le sud-est de la Corée du Sud depuis le week-end dernier. 17 000 hectares sont déjà dévorés par les flammes et le bilan humain actuel fait état de 24 morts. Le changement climatique compromet les possibilités d'envoyer de nouveaux satellites dans l'espace. La sécurité de ceux qui s'y trouvent déjà est également inquiétante. Nous ferons un petit tour dans l'espace pour comprendre cela dans cette édition. En RDC, le parc national de Virunga a 100 ans d'existence cette année. Nous irons à la découverte de ce lieu riche en biodiversité dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Le ministère togolais de l'Environnement et des Ressources forestières est actuellement en tournée à l'intérieur du Togo pour faire le point sur les efforts de reboisement. Selon les résultats, au moins 2 millions de plants sont mis en terre chaque année, un chiffre qui témoigne de l'engagement de la population et des autorités à atteindre l'objectif d'1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Les détails sont signés Irène Papadina. Les efforts de reboisement progressent en s'augmentant au Togo. C'est ce qui ressort des échanges entre le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibazi, et les directeurs régionaux et préfectoraux de son département sur les résultats des campagnes de reboisement au Togo le samedi 22 mars à Sokodé. Les participants de cette tournée ont analysé le travail mené sur le terrain, recensé les difficultés rencontrées durant les 4 années écoulées en matière de reboisement et relevé les réussites et les échecs pour améliorer ce qui se fait déjà. Ils ont également examiné l'efficacité de l'entretien et du suivi des arbres mis en terre. Les résultats révèlent que depuis le démarrage de l'initiative de reboisement d'1 million de plants à l'horizon 2030, les efforts n'ont cessé de progresser durant les campagnes successives de reboisement. Selon la directrice des ressources forestières, Dr Amalidia Toutonou, ces chiffres indiquent une augmentation d'au moins de 2 millions de plants mis en terre chaque année. Ils montrent selon elle un engouement de la population au reboisement, contrairement à ce qui se faisait par le passé avant le lancement de l'ambition décennale. Le ministre Katari Folibazi s'est félicité de cette rencontre qui a permis aux directeurs régionaux et préfectoraux de discuter pour améliorer les résultats sur le terrain. Il a également félicité toutes les couches de la population pour leur adhésion aux campagnes de reboisement en insistant sur l'entretien et le suivi des plants mis en terre pour leur bonne croissance. Le parc national de Virunga, situé à l'est de la République démocratique du Congo, fête ses 100 ans d'existence en cette année 2025. Riche en biodiversité, ce joyau naturel en RDC est le symbole fort de la conservation et un refuge pour les espèces emblématiques. Allons à la découverte de ce parc avec Irène Papadina. L'année 2025 marque un jalon historique dans la vie du parc national des Virunga avec la commémoration de ses 100 ans de vie. Ce patrimoine naturel est un véritable trésor qui renferme plusieurs espèces emblématiques comme le gorille des montagnes, le capi, l'éléphant de forêt et une diversité exceptionnelle d'oiseaux et de plantes. Le parc couvre 7 900 km² depuis les montagnes des Virunga au sud jusqu'aux montagnes du Rwanzi au nord. Cette diversité de paysages a permis l'existence de la biodiversité la plus importante de toutes les aires protégées d'Afrique. Depuis sa création en 1925, le parc a traversé des périodes tumultueuses
notamment le braconnage, les conflits armés et l'exploitation illégale des ressources naturelles. Pourtant, grâce aux efforts des Rangers dévoués et des organisations de conservation, les Virunga continuent de résister et de prospérer. L'engagement des populations locales et des partenaires internationaux a permis de protéger cet écosystème unique malgré les défis persistants. À l'occasion de ce centenaire, l'Union congolaise pour la conservation de la nature et pour le développement durable, UCCND, a lancé la campagne en ligne Virunga 100 ans, découvrons et conservons la biodiversité ensemble. L'initiative vise à sensibiliser sur la richesse et l'importance écologique du parc, encourager la participation active à sa préservation, mettre en lumière les efforts des acteurs engagés dans sa protection et mobiliser les ressources pour soutenir les initiatives locales de conservation. Pour les responsables de l'UCCND, ce centenaire ne marque pas seulement un moment de célébration, mais aussi une opportunité pour redoubler d'efforts en faveur de la restauration des écosystèmes, du développement durable des communautés locales et du renforcement des actions de protection. En Afrique du Sud, les manchots du Cap voient leur protection se renforcer par une nouvelle mesure. Pendant les 10 prochaines années, la pêche commerciale est interdite dans les zones de reproduction de ces oiseaux emblématiques. La décision a été prise par la Haute Cour de Pretoria et saluée par des organisations de protection de l'environnement. Suivez. Face à la menace continuelle d'extinction des manchots du Cap en Afrique du Sud, la Haute Cour de Pretoria a décidé de durcir le ton sur les causes de ce désastre. L'institution judiciaire a prononcé le 18 mars 2025 une interdiction de la pêche commerciale pendant 10 ans minimum dans les principales zones de reproduction des manchots africains. Ces derniers voient leur survie menacée par le risque de pénurie de poissons. L'ordonnance interdit la pêche commerciale de sardines et d'anchois dans les eaux autour de 6 colonies de reproduction pendant au moins une décennie. Les organisations et associations de protection des oiseaux qui avaient plaidé en faveur de cette mesure d'interdiction de la pêche ont accueilli favorablement la décision judiciaire. Elles considèrent cela comme un pas décisif vers la préservation des emblématiques manchots noirs et blancs d'Afrique australe. En octobre dernier, l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN a classé le manchot africain en danger critique d'extinction. D'après les protecteurs des oiseaux, 97% de la population a déjà disparu et au rythme actuel de diminution de ces manchots, l'espèce pourrait être déclarée comme éteinte à l'état sauvage d'ici 2035. Au Maroc, un nouveau programme d'autoroute reliant la ville de Casablanca à Rabat a été lancé pour la période 2025-2032. La mise en œuvre de ce projet nécessite une bagatelle de 1,2 milliard de dirhams. Les détails sont signés Rafitou Mbereko. La question d'infrastructures routières au Maroc reste un défi majeur. Le pays a récemment signé un protocole d'accord avec la Société nationale des autoroutes du Maroc pour la réalisation d'un projet stratégique d'autoroute. La mise en œuvre de ces projets d'envergure inclut un financement total de 12,5 milliards de dirhams. Ces projets permettent de fluidifier le trafic routier, d'améliorer l'accessibilité et de renforcer l'interconnexion entre les régions du pays. Par ailleurs, il a été également signé un accord de financement de 1,2 milliard de dirhams, particulièrement pour la réalisation de l'autoroute reliant Rabat et Casablanca qui s'étend sur une distance de 60 km. Une partie de ce budget sera consacrée à l'expropriation du foncier nécessaire à la création de cette autoroute. Toutes ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des préparatifs mondiaux 2030. Elles consistent à répondre aux besoins croissants du transport, à simplifier la circulation des personnes et des biens entre les grandes villes et les zones reculées du Maroc. Les chercheurs de l'Université technologique de Nanyang au Singapour ont mis en place une méthode innovante pour transformer les boues d'épuration en ressources précieuses. Ce procédé offre une solution éco-responsable face au problème de déchets urbains avec la réduction de 99,15% des émissions de gaz à effet de serre. Retrouvons Rafitou Mbereko.
Dans un contexte mondial où la gestion des déchets et la transition énergétique sont des enjeux cruciaux, une nouvelle approche prometteuse voit le jour à Singapour. Il s'agit d'une méthode innovante mise au point par les scientifiques de l'Université technologique de Nanyang. Elle consiste à transformer les boues d'épuration en hydrogène vert en aliment pour les animaux grâce à l'énergie solaire. Cette méthode innovante génère jusqu'à 13 litres d'hydrogène par heure avec une efficacité énergétique de 10% supérieure aux méthodes traditionnelles. En réduisant les émissions de carbone de 99,5%, cette approche offre une solution éco-responsable face aux défis de gestion des déchets urbains. Concrètement, le processus de transformation des boues d'épuration en hydrogène vert se fait par la décomposition mécanique suivie d'un traitement chimique qui élimine les métaux lourds nuisibles des matériaux organiques. Par rapport aux techniques conventionnelles produisant du biogaz et des résidus riches en nutriments, cette approche présente une empreinte écologique réduite et une faisabilité économique améliorée. Bien que les résultats soient prometteurs, des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer cette technique. Depuis près d'une semaine, le sud-est de la Corée du Sud est ravagé par des flammes géantes. 17 000 hectares sont partis en fumée, avec un bilan humain qui s'élève à 24 morts d'après les plus hautes autorités. On fait le point sur cette catastrophe environnementale dans cet élément. Des flammes géantes à perte de vue, des fumées qui étouffent les passants et même les pompiers, avec des puissants vents qui emmènent les feux dans les zones inaccessibles. C'est le paysage apocalyptique que l'on découvre sur ces images qui nous parviennent du sud-est de la Corée du Sud. Ces incendies comparables à ceux de Los Angeles en janvier dernier ont déjà décimé 17 000 hectares depuis le 21 mars, selon les plus hautes autorités sud-coréennes. Malgré le déploiement de tout le personnel et de tout l'équipement disponible pour lutter contre ce qui sont devenus les pires incendies de forêt de l'histoire du pays, la situation reste critique. 7000 pompiers sont déjà actuellement sur le front pour combattre les flammes, appuyés par des engins aériens tels que les hélicoptères et les avions. Ces derniers peinent à effectuer leur mission face aux conditions climatiques difficiles. Un hélicoptère s'est malheureusement écrasé dans la journée du mercredi, tuant ainsi son pilote. Selon les autorités, le bilan humain s'élève actuellement à 24 morts. Considéré comme l'un des pires incendies de l'histoire du pays, les flammes ont même consumé des temples vieux de plus de 1000 ans. Une situation qui attriste les habitants de la région. Lorsque j'ai appris la nouvelle, je me suis senti tellement anéanti que je n'arrivais pas à reprendre mes esprits. C'était un sentiment extrêmement douloureux et je me suis demandé pourquoi une telle chose pouvait arriver. L'état d'urgence a été déclaré dans 4 régions du pays. Les pompiers, toujours à l'œuvre, espèrent que les orages prévus dans les jours à venir vont aider à éteindre ces incendies. Allons dans l'espace pour refermer cette édition. La sécurité des satellites envoyés dans l'espace est compromise selon une récente étude. Elle démontre que le changement climatique, à travers l'excès de CO2 dans l'air, provoque une destruction des débris. Ceci peut augmenter le risque de collision entre les satellites dans l'espace. Les détails dans cet élément signé Léonce Sago. Une étude des effets du changement climatique sur les satellites a été menée par des ingénieurs aérospatiaux de l'Institut de technologie du Massachusetts et publiée dans la revue Nature Sustainability. Elle révèle que la hausse des émissions de gaz à effet de serre modifie durablement l'espace proche de la Terre. La conséquence directe est la réduction avec le temps du nombre de satellites pouvant y opérer sereinement. De cette étude, il découle que le dioxyde de carbone provoque une contraction de la thermosphère, la couche de l'atmosphère où se trouvent la plupart des satellites à orbite basse. Cela représente un véritable problème car en agissant sur la densité atmosphérique, ce phénomène réduit la traînée qui fait dériver les déchets de l'espace jusqu'à ce qu'ils brûlent et s'auto-éliminent en rentrant dans la troposphère qui est la plus basse couche de l'atmosphère. Ainsi, les débris risquent de rester plus longtemps en orbite, augmentant le risque de collision. D'après leur simulation d'ici 2100, la capacité d'accueil des satellites dans les régions les plus sollicitées pourrait diminuer de 66% rien qu'en raison des effets néfastes des gaz à effet de serre.
Pour éviter que ces collisions ne se produisent, il faut donc limiter les émissions de CO2 et concevoir des satellites capables de résister à de petits impacts avec des débris. Il va aussi falloir trouver des solutions pour gérer les débris qui polluent l'espace. Pour rappel, près de 40 000 débris de plus de 10 cm encombreraient actuellement l'espace. Cette étude a été soutenue par la Fondation nationale pour la science NSF et le Natural Environment Research Council du Royaume-Uni. Point final à cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de nos programmes. Green TV International, we revive environment.